Et bonsoir à tous, bienvenue pour ce troisième RS Talk spécial Coupe de France, cette fois-ci avec un invité exceptionnel, puisqu'il s'agit de Yannick Lapchin. Salut Yannick. Salut à vous, comment ça va? Bah, ça va très bien, avec à mes côtés évidemment Monsieur Cool Kids, Monsieur Magnus, avec qui on était hier sur la NASCAR en compagnie de gens qu'on salue, et Yannick qui apparaît. Voilà, donc ce soir, Vincent, ce sera la Coupe de France qui sera à l'honneur, et évidemment Yannick, on reviendra notamment sur ton parcours. On aura plein de choses à discuter avec Yannick et surtout parler de l'événement de demain, cette fameuse Coupe de France Porsche Cup, donc première édition de cette fameuse Coupe de France Porsche Cup, donc dès demain à suivre sur l'antenne. Donc on va avoir plein de petites choses à parler avec toi et des petites questions indiscrètes peut-être, on verra. Eh ben ça marche. Indiscrète, mais pas tant que ça. Hein. Ça va bien se passer, Yannick, il n'y a pas de souci. On a préparé effectivement un petit questionnaire. Alors, un petit questionnaire qui va être qu'on a un peu débusqué tout à l'heure. Hein. On a fait ça tout à l'heure avec Magnus et Cool Kids. Oui. Donc il y aura une partie concernant un peu plus le réel, rien de personnel, on te rassure, et puis une partie un peu plus axée sur le virtuel. D'ailleurs, on va te laisser entre les mains de notre ami Cool Kids qui va mener la danse dans un premier temps. Oui, on va saluer aussi nos amis du chat qui sont avec nous et qui seront surveillés d'un œil de lynx par l'ami Magnus ici présent également. Donc n'hésitez pas aussi si vous avez des petites questions ou des choses à demander auprès de Yannick concernant pourquoi pas les questions auxquelles on va le solliciter, et puis sur la Coupe de France aussi un petit peu plus tard. Magnus vous notera tout ça et n'hésitera pas à les relayer dans le chat. Mais on va commencer, comme tu l'as dit Niro, par la petite interview avec quelques questions pour toi Yannick, un petit peu plus orienté entre guillemets perso, et puis on va démarrer donc ce fameux RS Truth, l'interview vérité, mon cher Yannick. Attention, on va commencer par des questions qui concernent un petit peu le réel, avec une première question pour toi. Quel est ton premier souvenir de sport auto? Premier souvenir de sport auto, ça va être mon père qui me parle de la bagarre Prost Senna. Et puis mes premiers Grands Prix que j'ai regardés, j'avais 7 ans, et c'était les premiers Grands Prix de 1994 avec évidemment le troisième Grand Prix à Imola, et qui aura marqué toute ma vie et tout mon parcours par la suite. Voilà. Next. Allez, prochaine question, ça nous va comme réponse, hein, évidemment, Yannick. Un pilote de cœur, du coup, j'imagine, dans la foulée? Ah bah oui, forcément, c'est Ayrton Senna. Vous voyez, j'ai un livre qui lui est dédié juste à côté, vous allez voir. Très beau livre, hein, visiblement. Voilà, j'ai même le poster au-dessus. Ah oui, oui, on est sur... Voilà. Tu as la réplique du casque, donc, Yannick. Non, je l'ai pas. Faut vraiment pas dire la bêtise. Si vous êtes ami avec Yannick et que vous voulez lui faire un beau cadeau de Noël ou d'anniversaire, n'hésitez pas à penser peut-être à une petite réplique de casque, par exemple, je ne sais pas. Ah bah ça serait génial, ça serait un super cadeau. Mais le poster, c'est un cadeau aussi d'un ami qui travaillait donc chez Renault Sport et qui m'a offert ce cadeau, et qui a... Donc c'est le poster d'Ayrton, c'est une photo qui a été prise le matin du Grand Prix d'Imola, donc voilà. D'accord. Très rare. Forcément, effectivement, avec beaucoup d'émotions derrière, forcément. Et on continue avec les questions pour toi. Ta marque ou équipe favorite du sport auto, mon cher Yannick? Marque Porsche, évidemment. Voilà, donc là il y en a 3. C'est toutes des 911, hein, avec une RSR ici, assez âgée, la Porsche Cup ancienne version 991, et là c'est une petite Porsche Cup aussi aux couleurs porc, voilà, cochon. Donc voilà, et puis donc ça c'est la marque, et puis tu me demandais par rapport marque ou équipe préférée éventuellement. Équipe. En Formule 1, plutôt tendance à dire ouais, McLaren j'aime bien pour ce qu'ils ont apporté. Quand j'ai commencé à regarder la Formule 1, c'était un peu l'équipe, la Dream Team, et voilà. Donc voilà. Williams aussi.
Alors Yannick, je crois savoir que tu as fait du kart en tout cas. Oui. Est-ce que tu te souviens de ta première course IRL? Alors, ma première course IRL, j'en ai pas fait beaucoup. Qu'est-ce que j'ai fait première course IRL? Oui, c'était c'était incroyable parce que c'était à Cannes, la Boca, et c'était à l'époque il y avait Patrick Tambay à la mairie du Canet, donc ancien pilote de Formule 1, qui organisait une course de kart entre les écoles. Alors j'étais en CE2 ou CM1. Et donc il a organisé une course de kart en endurance avec des changements de pilote et tout, c'était extraordinaire. Première expérience, et donc je me souviens avoir fait le meilleur chrono, et c'était une fierté énormissime à l'époque. Donc, et voilà, j'ai serré la main de Patrick Tambay à l'époque et tout, donc c'était génial. Et Patrick Tambay qui a gagné plusieurs fois en Formule 1 et qui a aidé notamment Ferrari à gagner le titre constructeur en 83, il me semble, 82-83. Et après ces petites questions, Yannick, on va compléter ta présentation avant de passer au virtuel. Si tu dois te présenter pour nos éditeurs, en plus de ces petites questions, qu'est-ce que tu pourrais ajouter? En fait, que j'étais ingénieur aéronautique, que maintenant mon métier à plein temps c'est le sim racing. Je suis passé d'ingénieur aéronautique à sim racer pendant le Covid. Donc voilà, c'est à peu près mon activité actuelle. Je vis en région parisienne et voilà. Est-ce que tu as fait ingénieur aéronautique pour espérer initialement faire un peu de sim racing, genre l'Estaca ou je me suis présenté à l'Estaca, ouais. L'école que j'ai eue, c'était Supmeca Paris. Ouais, c'est pas mal. Qui est plus axé mécanique, mais je suis quand même reparti sur Toulouse pour travailler chez Airbus. Donc voilà, en tant que sous-traitant et calculateur. Élément fini pour ceux qui connaissent, voilà, c'est ça que je faisais, c'était mon travail pendant 10 ans. Puis après, j'ai profité du confinement pour tenter ma chance en tant qu'auto-entrepreneur en sim racing. On aura peut-être l'occasion d'y revenir un peu plus tard. On va passer à la partie, on vous l'avait dit, le RS Troop ça se découpe en deux parties, la partie réelle et la partie virtuelle qui est forcément un peu plus importante. Oui. Et Vincent, je vais te laisser continuer. Oui, avec une question déjà assez simple concernant ta vie de sim racer. Le premier jeu de course, Yannick. Premier jeu de course. Attention, simulation arcade, on s'en fiche. Premier jeu de course. Ah oui, non, c'est Mario Kart. Mario Kart sur Super Nintendo. Mario Kart, voilà, le premier du nom, je sais pas si c'est le premier du nom. Sur Super Nintendo. Ouais, sur Super Nintendo. Un des tout premiers en tout cas. C'est le premier sur Super Nintendo. Ouais, voilà. J'avais eu deux jeux, c'était Street Fighter et Mario Kart. Ah, c'est pas le même registre, non, le registre différent. Voilà. Ça reste d'excellentes références. J'ai dû jouer 2 heures à Street Fighter. mais ouais, j'ai passé des centaines d'heures sur Mario Kart à limer le jeu déjà. Allez, toujours dans les premières, là il va falloir peut-être faire appel à ta mémoire parce qu'il y en a eu des courses. La première course sur iRacing. Est-ce que tu es capable d'avoir le combo ou quelque chose? Mazda, alors c'est pas Summit Point, c'est Jefferson, je crois. Jefferson, dans un des deux sens. Il y avait un gars qui allait super vite et j'avais qu'une envie, c'était essayer de choper ses chronos. Je sais pas, il doit toujours être là. Hein. Il y en a un qui roule tout le temps en Mazda, je crois. Mais ouais. Tu te souviens de l'année, donc 2011, ça doit être. Ah ouais. Ah oui. Un des pionniers quand même d'iRacing. Forcément. Allez, est-ce que avec tes équipiers, tu saurais nous dire le premier de tes coéquipiers avec lequel tu as fait une endurance ou partagé peut-être un moment sur iRacing sur iRacing. Mon premier coéquipier, je pense que ça devait être mon père. Didier. Ok. Didier Lapchin qui fait partie évidemment de l'organisation aussi de la Coupe de France et qu'on salue. Je pense qu'il doit pas être loin, il doit être quelque part dans le chat. Et on salue également Quentin Sport dans le chat qui a repris un abonnement. Et on salue tout le monde. Il y a OnTrack TV, il y a aussi Karishnikov, il y a Joris T84, il y a Vroom. N'hésitez pas à partager évidemment les amis ce live pour profiter de la présence de Yannick et
pourquoi pas à la fin vous donner la parole aussi Oui. via quelques questions. Oui, bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Qui a lancé le train de hype. Ah, on remercie Vartox, effectivement, l'ami Vartox. Et on continue cette interview vérité. Yannick, encore quelques petites questions. On va parler matériel un petit peu rapidement. Premier volant, premier équipement. Premier volant, c'est Sidewinder, mais sans retour de force. Alors avant ça, j'avais même pas un volant, j'avais un joystick. C'était mon père qui avait ça. C'était un petit joystick avec un bâton dessus. On avançait, on allait à gauche, à droite, on reculait. Donc ça, c'était le tout premier. C'était sur Grand Prix 2 qu'on roulait là-dessus sur PC. Ça parle à Magnus. C'est un jeu qui fait partie de la légende du sim racing. Ça en fait partie, c'est vrai. Le premier vrai volant, du coup, Yannick, c'était quoi? Vrai volant? Alors, qu'est-ce que tu appelles vrai volant? Parce que j'ai eu le Sidewinder sans retour de force, mais avec un ressort rotatif au milieu. Vibration au moins, quand même. Vibration. Mais non, même pas vibration. Quel constructeur déjà, le Sidewinder? Microsoft. C'est ça, c'est ce que je pensais. Ouais, tout à fait. Et je suppose que le joystick, c'était aussi Microsoft. À l'époque où ils faisaient... Alors là... Et du coup, le premier investissement, le premier, allez, on va dire entre guillemets, vrai volant avec force feedback. Le premier vrai volant avec force feedback, c'est à l'époque c'était un Microsoft Sidewinder aussi, mais avec force feedback, ça c'était le tout premier. Ensuite il y a eu les Momo, Logitech G25, G27, j'en ai fait des volants. Alors celui sur lequel j'ai le plus roulé, c'est le G27. Jusqu'en 2018, je pense, de 2000. Alors, allez, de 2000, je sais plus, 2006, 2007 à 2018, ça fait plus de 10 ans. Alors, quand je dis 27, c'est que j'en ai eu 3, donc il est en défilé à la maison. Et puis après, je suis passé sur Fanatec, la base 2.5. Et puis, base volant, je suis passé sur du SimiCube 2 Pro actuellement. Je pensais pas que ça me ferait une grosse claque comme ça, mais quand j'ai eu le SimiCube 2 Pro, que je l'ai reçu, que je l'ai mis en place. Bon, au début, il était en mode safe mode, donc j'avais pas de retour, donc j'étais un peu déçu. Et j'avais pas capté qu'il était en safe mode. Quand j'ai enlevé le safe mode, là, j'ai compris tout de suite. Là, ouais. Et c'était incroyable. Le feeling était incroyable. Voilà. Donc, si vous avez un budget pour une bonne base volant, il n'y a rien de mieux qu'un direct drive. Donc, voilà. Voilà, le message est passé. C'est vrai qu'après il faut un petit budget, on pourrait en débattre en long, large, en travers évidemment, et comparer le matériel. Après tout le monde a des avis effectivement à ce sujet, mais pourquoi pas, si tu peux convaincre certains sceptiques, on ne sait jamais. Autre question, Yannick, toujours dans tes souvenirs, le meilleur souvenir de e-sport? De e-sport me concernant ou peu importe? Me concernant. Le plus incroyable, ça a été ma victoire à la Coupe de France en 2020, je pense. Elle a été totalement inattendue et c'était... on en parlait encore avec mon père il y a pas longtemps où... en fait, 2 jours avant, je disais à mon père que je voulais arrêter le sim racing. Parce que trop de pression, trop de désillusions, trop de difficultés, j'arrivais pas. Et puis en plus en practice, j'étais à une demi-seconde des meilleurs, donc j'étais pas dans le coup pour la gagne, quoi. Et arrive le jour J, je gagne et c'est incroyable. Ça a été un sentiment incroyable. Donc et là, ouais, c'était génial. Il y a ça et puis un autre gros moment aussi, ça a été la victoire. J'en donne 2 parce que voilà, ça a été la victoire en special event au 10 heures d'Euro d'Atlanta en 2019. Tout simplement parce qu'on a passé toute la course à se battre avec l'équipe de la Redline, où il y avait Max Verstappen dedans, et Van Gisbergen aussi. Donc il y avait du beau monde en face, et puis on a gagné de 6 secondes à la fin. J'ai eu une bagarre avec Verstappen en direct pendant plusieurs tours, et c'était... Bon, sur le moment, je transpirais un peu, donc non, c'était bien.
Ouais, on comprend qu'il y a un peu de transpiration, un pilote qui est vaguement connu quand même, Max Verstappen dans la sphère du sport auto. Bah, déjà en 2019, ouais. Oui, déjà, oui, déjà en il a 2019. déjà gagné quelques courses. Pas tellement. On a une toute petite dernière question, en tout cas pour ce qui concerne le fameux RS Trouf. Oui. Voilà. Est-ce que tu te souviens, Si on peut le citer, je ne sais pas. si on peut le citer, du premier pilote que tu as coaché? Que ce soit d'ailleurs un titre pro ou pas. Hein. Oui, tout à fait, je me souviens. C'est Felipe Pinto, un Portugais qui vit en France, donc qui parlait français. Et voilà, et c'était le tout premier, je m'en souviens. Parce que je streamais, j'ai annoncé que je faisais du coaching, et puis lui, il est venu. Voilà. Et le deuxième, ça a été Circa, avec un gars avec qui j'ai fortement sympathisé et avec qui j'ai passé tout mon week-end du Mans la semaine dernière. Donc voilà, c'est devenu un vrai ami, un Allemand pour le coup. Oui. Gardez le contact. Alors, Voilà. cette question, tout ça pour évoquer rapidement ton activité depuis le confinement, comme tu me disais, de coach en sim racing. Comment ça s'est fait? C'est quelque chose que tu maturais déjà depuis quelques années ou c'est vraiment le confinement qui est venu, te mettre la puce à l'oreille de ce côté-là? Ouais, alors c'est le confinement. Quand j'ai décidé de faire ma reconversion professionnelle, c'est pas quelque chose que je sortais de mon chapeau. C'est vraiment quelque chose auquel j'avais pensé depuis des années parce que, surtout depuis que j'étais arrivé sur iRacing et que je commençais à avoir du niveau. Quand j'ai gagné la Coupe de France en 2018 aussi, je sentais que je pouvais peut-être faire quelque chose et j'avais envie de devenir professionnel. Le problème, c'est que mon rêve, c'était de devenir professionnel en faisant des courses, donc en étant compétiteur. Simplement, dans le sim racing actuellement, il n'y en a pas beaucoup qui gagnent leur vie en faisant des courses et c'est hyper compliqué. Donc, on peut en parler. Hein. Il y a des pilotes qui sont payés, effectivement, mais c'est pas quelque chose qui permet de vivre actuellement, sauf si on est vraiment dans le top 5 mondial sur iRacing. Chose qui est extrêmement difficile à faire, et voire quasi impossible. Donc, effectivement, moi, je voulais vivre de ça et je voulais également quelque part transmettre un peu ma passion. Donc ça a commencé par faire du Twitch, faire du streaming. Et ça a bien fonctionné. Il y avait des gens qui venaient me voir. Et puis il y en a plein qui ont commencé à me demander si je faisais du coaching, si je proposais des setups, etc. Parce qu'ils voyaient que j'avais bien des bons résultats. Il y avait une vraie demande déjà. Voilà, il y avait une demande. Et puis... Et puis voilà, ça a commencé comme ça. J'ai mis en place mon site internet. Ouais, c'est quelque chose auquel j'avais pensé. Faire aussi du coaching, j'avais un peu pensé avant aussi, avant de faire ma reconversion. Donc je m'étais déjà posé la question combien je facturerais de l'heure, etc. Donc c'est quelque chose qui voilà, comment j'organiserais mes séances, comment j'essaierais de me promouvoir, etc. Donc tout ça, c'est pas sorti du chapeau non plus. J'ai réfléchi pendant un moment, mais il a fallu que je passe le pas, ouais. Pendant le confinement, je pense que c'était le bon moment. Voilà, en 2020. Et du coup, comment ça s'organise une séance de coaching en quelques mots, hein, sans rentrer forcément dans les détails? Tu travailles, on va dire, déjà une séance... on va dire d'échange avec le pilote pour comprendre un petit peu ce qu'il veut faire, ce qu'il veut progresser, j'imagine. Oui, alors si c'est un pilote qui m'annonce qu'il veut progresser sur plusieurs séances, qu'il veut faire un travail de fond, oui. Si c'est juste pour une séance, pour s'améliorer juste sur un circuit particulier, on organise ça par écrit. Mais c'est vrai que quelqu'un qui vient me demander pour 10 heures, on va organiser ça. Chaque séance, en gros, mes séances principales, le plus gros de mes séances, c'est la séance pilotage. Donc on va se donne rendez-vous sur un circuit avec une certaine voiture. On roule pendant 20 minutes. Je demande vraiment à la personne d'avoir préparé avant, pour qu'elle soit un peu sur son plafond de verre quand elle arrive en séance, et voilà, et ensuite elle m'envoie sa télémétrie, on regarde la télémétrie ensemble et on regarde virage par virage, on essaie de déterminer des choses qui permettent
de ressortir un élément particulier du pilotage qu'on peut corriger rapidement. Et puis ensuite des axes d'amélioration qu'on peut avoir dans le futur, des méthodes de travail, etc. Ça, c'est un peu la base. Et puis après, on a des gros... Enfin, j'ai des forfaits où il y a 10 séances, 12 séances, 20 séances qu'on me demande. Puis on va parler de tous les sujets, tant technique, hardware, software, plugin, on va parler du mental, on va parler de la stratégie, tactique de course, dépassement, etc. On peut aborder tous les sujets. J'essaie de faire valoir mon expérience où j'ai quand même pas mal roulé. J'ai près de 600 courses. Alors ça peut paraître pas beaucoup sur iRacing, mais au final c'est quand même pas mal de courses d'endurance et d'endurance à bon niveau. Et puis après, à côté de ça, j'ai fait beaucoup de courses privées, donc qui ne s'affichent pas dans les stats. Donc voilà. Bah merci Yannick. Vous avez une question, Magnus ou... J'en ai posé déjà pas mal des questions, Lyon. Magnus Non, c'était effectivement très clair. Puis bah là, on voit effectivement, on a la chance de voir aussi sur le live les vidéos avec Circa. Ah bah oui, là en l'occurrence c'était une séance où en fait on organisait des séances de coaching en live sur Twitch avec Circa. On a fait ça 6 ou 7 fois je crois. Donc le but c'était de montrer un peu comment on travaillait en séance. C'était il y a peut-être 2 ans qu'on a fait ça. Peut-être que je l'organiserai à nouveau à l'occasion. Voilà. Alors n'hésitez pas à aller checker dans le chat, hein, Juju vous a mis le lien du site de Yann. Voilà, donc si vous voulez, pourquoi pas améliorer votre pilotage ou simplement prendre des conseils de Yannick. Je crois qu'il y a aussi les setups, on en parlait tout à l'heure, il y a les fameux packages, hein, Yannick, avec ou sans vidéo d'ailleurs. Donc vous irez voir hein, sur le site, voilà. On va passer maintenant à une autre partie de l'émission, on va à l'actu des simus. On va sortir un petit peu de l'actu de Yannick ou de la Coupe de France. On va parler un petit peu des simus, Yannick, avec toi. Rapidement, 2 mots, hormis iRacing, tu roules un petit peu sur autre chose ou pas du tout? L'hésitation en dit long. Non, pas trop. Ouais. Non, en fait, j'ai fait 2 courses en Virtual Le Mans Series sur un Factor 2. C'est un pilotage qui me plaît pas du tout, qui est très comment dire, où il faut attaquer à outrance pour être efficace en termes de chrono. En fait, moi à la base, je viens des Air Factor et Air Factor 2. Et depuis que je suis passé sur iRacing, j'ai du mal à faire le chemin inverse. Donc, j'ai beaucoup d'expérience sur les deux. J'ai fait un gros championnat sur Air Factor à l'époque, qui s'appelle Formula Sim Racing. Donc voilà, j'ai une expérience sur les deux et je trouve que iRacing a un meilleur format. Le comportement des autos est quand même plus agréable. Mais sinon, il y a une autre simulation là qui est en train de sortir et pour laquelle j'ai eu la chance d'être invité en Allemagne 2 fois en 2022-2023. C'est Rennsport. Donc, avec la bêta qui vient d'ouvrir d'ailleurs, la bêta fermée qui est depuis le 6 juin, je crois, qui est disponible. C'était distribué, il me semble. Donc voilà. Alors c'est un pilotage qui se rapporte un peu plus de Air Factor 2. Mais on va en parler justement tout à l'heure, Yannick, de Rennsport en quelques mots. Mais juste pour revenir sur Air Factor 2, puisque c'était un petit peu ton point de départ, entre guillemets, comme tu as dit. Bien sache qu'il n'y a pas tant que ça de nouveautés sur Air Factor 2. Donc on va très vite éliminer le sujet, puisque depuis le dernier RS Talk, effectivement, est l'arrivée des nouvelles formules électriques, notamment, voilà, pas de choses exceptionnelles à prévoir. On va attendre les prochaines annonces concernant Q3 pour Air Factor 2, mais rien pour l'instant de très allez, on va dire intéressant pour nous ou à suivre pour analyser. Là, par contre, Niro, on peut jeter un petit coup d'œil. C'est sur une simu dont tu n'as pas encore parlé, Yannick. C'est plutôt Race Room, où ça bouge pas mal du côté de Race Room. Ouais, alors Race Room, il y a eu déjà il y a la promo, hein, c'est-à-dire que pendant une semaine, vous pourrez accéder à tout le contenu gratuitement. Et puis on a eu une interview de Jean-François Chardon hein, sur le site Traction, on va le dire comme ça. Et Magnus a pris un peu le temps là justement de décortiquer tout ça et je propose que tu nous fasses un petit compte rendu de tout ça. Ouais, effectivement, on fait un petit compte rendu d'une simulation qu'on connaît bien ici
Star TV pour avoir diffusé notamment le WTCS de Monsieur Bonetti. On va profiter pour saluer Torque qui a aussi pris C'était un bon anniversaire aussi. C'est son anniversaire, oui, c'est vrai, parce que bon anniversaire a... Max. Et merci pour le sub, Torque. Merci à tous ceux qui se sub. Et un très bon anniversaire à Max Bonetti. Monsieur Bonetti. On aime bien ici. C'est vrai que ça fait une occasion de plus de le harceler sur son anniversaire et ça me plaît énormément. Donc du coup, oui, effectivement, Race Room, pas mal de choses ont été annoncées puisque en fait ils veulent prévoir pour le futur. C'est-à-dire ils veulent continuer à montrer qu'ils sont là. Et en fait, c'est tout d'abord, c'est un peu la démarche qu'ils ont faite actuellement, qui essaie de communiquer bien plus. On voit bien plus sur les packs qui communiquent. Et donc, il y a eu cette interview, effectivement, de Monsieur Charenton, qui ont dit, mais vraiment très long, pendant 1 heure quasiment. Et les premières choses qu'ils ont attaquées, et qu'on pouvait voir sur l'interface du jeu, c'est améliorer le back-end, et notamment, recruter des gens pour l'améliorer. C'est ça qu'on voyait. Ils mettaient carrément les fiches de poste sur le jeu, ce qui est assez intéressant comme démarche pour recruter quelque part des passionnés. Et du coup, ils ont voulu retravailler le back-end parce que le back-end il date d'il y a 10 ans et ils voulaient stabiliser l'expérience du back-end. Donc ils ont mis pas mal de personnes là-dessus. Et ils ont aussi retravaillé les interfaces à l'intérieur du jeu. Donc ça, c'est des choses qu'on avait déjà vues. Mais maintenant, ils sont en train de recruter, puisque leur maison mère leur a donné, KW, leur a donné les mains libres, du coup de retravailler complètement le jeu, ce qu'ils peuvent actuellement faire. Donc ils créent une équipe, ils veulent relancer des POC. Alors ils en ont déjà historiquement fait des POC, c'est-à-dire qu'ils ont fait des tests, c'est ça qu'on appelle un POC, notamment en 2015 où ils ont failli faire, ils ont fait une démo sur Unreal Engine 4 à l'époque, qui était tombé à l'eau, et aujourd'hui ils se retrouvent un peu dans la même situation, c'est-à-dire que ils réfléchissent à ce qu'ils pourraient refaire, soit sur Unreal, soit sur un moteur maison, ou même sur d'autres moteurs qu'Unreal. Et l'interview laissait éventuellement suggérer 2 autres possibilités comme Unity et le CryEngine, qui n'étaient pas forcément pas forcément trop utilisés, mais qui pourraient être intéressants. Oui. Non, continue. Non, c'est des questions. Ce qu'il faut savoir, c'est que en attendant ça, ils veulent quand même stabiliser l'expérience actuelle. C'est que c'est vraiment ce qu'on a pu comprendre, c'est qu'ils veulent garder ce game as service. Et donc ils veulent vraiment faire évoluer au fur et à mesure. Et l'une des plus grosses forces du moteur actuel, et c'est pour ça qu'ils réfléchissent à en changer, qu'ils n'ont encore rien lancé parce qu'ils continuent de recruter, c'est que ils ont voulu du coup faire un changement smooth, notamment sur les cycles jour-nuit qui leur étaient beaucoup demandés. Et en fait ils n'ont pas pu le faire parce que ce qui faisait à force, que le moteur était léger, notamment grâce à son peu de traitement de lumière, se retrouvait être une catastrophe de nuit, puisque vous devez gérer les feux de toutes les voitures et de tous les abords. Et donc c'est pour ça que actuellement ils sont dans cette phase de réflexion, et dès qu'ils auront fait leur équipe, ils partiront dessus. Mais en attendant, pour communiquer, et c'est ça qui est bien, parce que quand on suit Race Room, c'est vrai qu'avant on avait l'impression que le jeu pouvait peut-être être même... Il y a beaucoup de com, hein. Il y a beaucoup de com depuis récemment, avec que ce soit sur les réseaux sociaux et autres interviews comme il y a un réveil quand même. Voilà, ça bouge un petit peu, effectivement. Il y a vraiment un réveil de ce côté-là. Et donc, effectivement, on a différents packs qui vont arriver cette année. Ils vont continuer comme ça, tout en décidant de refaire ensuite le moteur. Et dans le premier pack qu'on va avoir en juillet, ça devrait peut-être faire plaisir à Yannick, c'est un pack rempli de Porsche, avec donc 3 Porsche, si je ne m'abuse. Une 911 GT3R, une 944 Turbo Cup et une 911 GT3 Cup. Et puis il y a un petit circuit sympa aussi qui arrive au mois d'octobre. Exactement, il y a Pau, et il devrait y avoir aussi un pack de TCR dédié en plus. Donc du coup on sait pas encore ce qu'il y a dedans, mais c'est Pau, c'est en France. Le concurrent entre guillemets a déjà eu une Clio, peut-être qu'elle est prête, pour arriver sur Xbox. Mais ce qu'ils ont expliqué, c'est qu'il aura fallu pareil énormément de temps, puisqu'ils étaient une petite équipe initialement. Ils visent à être 50. Mais il aura fallu plusieurs mois pour faire Pau, puisque la grosse difficulté d'un circuit urbain, c'est tout l'environnement à côté pour pouvoir mettre des caméras partout. Surtout que maintenant on peut mettre plus de caméras pour faire des clips, notamment depuis qu'ils ont refait lui. Donc on aura Pau, et on aura aussi un pack spécial à Noël. Donc
Voilà, donc sous le sapin par exemple. Voilà. Et on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Et dans les choses positives qui vont pas changer, par exemple, ils vont pas changer le système d'anti-cheat, puisqu'actuellement ils sont très contents de la manière dont il fonctionne. Et l'anti-triche, pour ceux qui voilà, l'anti-triche. pas l'anglais. Excusez-moi, je dois normalement parler en français, mais pas de soucis. Mais oui, ça va faire des déçus par contre cette annonce-là, c'est que non, il ne sera toujours pas possible de faire du offline sur Race Room, puisqu'en fait, même quand vous êtes tout seul, vous êtes obligé d'être connecté en ligne parce que Race Room fait une analyse de votre jeu et donc ça empêche les gens de tester un cheat en solo pour ensuite essayer de le mettre en multi. Et dans le dernier petit coin sombre pour Race Room qui a été abordé par toujours le nouveau chef de KW Studio, c'est le problème de licence, puisque nous on le sait ici, l'une des licences fortes et phares vraiment de ce jeu, c'est la TC, donc le WTCC qui était avant TCR, qui était avant WTCC. Voilà, propriété de Race Room. En fait, ils vont renégocier les droits. Donc on ne sait pas encore s'ils les auront ou pas, ou si justement un groupe qui s'appelle Motorsport s'amusera aussi à l'acheter. Acheter une nouvelle licence complémentaire, oui, peut-être. Et en faisant un nouveau mode éventuellement de Rare Factor. On sait pas. Et l'autre problème aussi, c'était pour le DTM, puisque le rachat du DTM va faire qu'ils vont devoir renégocier les contrats, mais comme ils sont déjà avec la DAC, avec ça la devrait DAC, le oui, faire. Donc une actu vraiment riche et vraiment une grosse communication de Race Room qui vraiment veut se remettre sur le devant. Ce qu'il faudra voir, c'est en 2024 cette course qu'ils auront avec Rangeport, avec AC2, puisque ça veut dire il va y avoir de la concurrence. Ils seront derrière. Il y a un autre jeu qu'on évoquera peut-être tout à l'heure avec Stormy, qui a eu l'occasion de le tester. Oui, on verra. Je vous tease, je vous dis rien de plus pour le moment. Après, pour compléter sur Race Room aussi, avec la récente mise à jour, il y a une refonte aussi du FFB qui a été apportée récemment. Donc ça travaille, le jeu travaille, et si vous voulez jeter un coup d'œil du côté de traction.gg sur leur site, vous pouvez retrouver l'interview. Bon, faut comprendre l'anglais, mais il y a plein de choses intéressantes que Magnus a synthétisé bien sûr, mais qui sont détaillées, qui sont intéressantes si jamais le jeu vous plaît. On rappelle le principe de fonctionnement de Race Room, free to play à l'origine, et vous pouvez ajouter votre contenu grâce à un système d'achat en ligne qui est, on le rappelle, gratuit sur une semaine, et il y aura après cette semaine une promotion assez particulière avec jusqu'à 50% de remise sur les packs notamment. Donc il y a un moment assez sympa du côté de Race Room. Alors justement, merci déjà à Steven Valade pour le resub. Yannick, qu'est-ce que tu penses toi de cette stratégie de Race Room de rendre gratuit pendant une semaine le contenu? Est-ce que quel est ton sentiment là-dessus? Est-ce que toi par exemple ce modèle de remettre les mains sur le jeu peut-être, ou de les mettre tout simplement? Oui, moi je suis friand d'essayer de nouvelles simulations. Malheureusement, c'est le temps qui me manque à chaque fois, et j'ai pas trop l'occasion de le faire en termes de temps, mais c'est vrai que le fait que ce soit gratuit, ça permet surtout aux gens de découvrir, je pense. Que quelqu'un qui est dans le milieu de la simu depuis 20 ans, c'est pas la gratuité de la simu qui va faire que va être plus attiré, je pense. C'est surtout pour ceux qui veulent découvrir le monde de la simu, et je pense que c'est plutôt une bonne chose pour aller chercher des nouvelles têtes. Voilà. Donc voilà. Après, je suis pas vraiment dans le business, c'est pas trop mon domaine, mais voilà, c'est comme ça que je le vois, moi, perso. Ah ouais, ça se défend. C'était pour avoir ton avis là-dessus. On va fermer la page Rensport. La page. On peut en parler rapidement peut-être de Rensport, tout ça pour dire qu'évidemment le SLR1 continue et doit pas être loin de la fin d'ailleurs. Je vous avoue que j'ai un peu lâché l'affaire de ce côté-là. Et surtout que la bêta est ouverte. En tout cas, elle est ouverte à l'inscription. Vous pouvez d'ores et déjà aller sur le site pour postuler tout simplement. Je crois qu'il y a déjà quelques retours d'expérience. Je crois que Naga notamment a déjà fait une petite vidéo. Quelques vidéos.
quelques vidéos et puis Yannick disait voilà déjà avoir eu l'occasion de rouler un petit peu. Alors nous on a déjà débattu avec les précédents invités concernant Rennsport. Yannick, bon on va juste recueillir toi tes avis, tes impressions sans pour autant voilà après chacun son jugement. Le sentiment des précédentes interviews, c'était qu'il était trop tôt pour tirer ne serait-ce qu'une petite conclusion pour l'instant. Ouais, alors il y a deux aspects. J'aime bien quand même regarder, de passer un bon moment à essayer d'analyser un petit peu le ressenti sur la piste, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus finalement, c'est d'avoir vraiment du ressenti, se sentir vraiment connecté avec la piste, quelle que soit la voiture, la qualité des physiques, c'est quand même pour moi un point phare. Et je trouve que Rennsport là-dessus il se démerde pas trop mal. Donc il faut attaquer plus fort que sur iRacing, et en même temps c'est pas à outrance comme ça l'est sur Air Factor 2. Maintenant il y a un autre aspect, c'est l'aspect multi, organisation, damage model. Il y a plein de choses qui n'existent pas encore et qui se fait attendre finalement. Donc les graphismes c'est bien, mais c'est pas extraordinaire non plus. Ça c'est mon ressenti. Je trouve qu'il y a un bon espoir sur le fait que la physique marche bien. Il y a aussi le fait que le jeu il est très très orienté e-sport, donc comme on se l'attendait. Donc c'est vrai que moi de mon côté ça m'intéresse beaucoup, et ce format-là qui correspond au Major, c'est aussi quelque part un espoir pour nous, SimRacer, que le SimRacing sorte un petit peu de sa niche et aille conquérir un petit peu plus le grand public. Donc, parce que bon, à l'heure actuelle, ça reste quand même un e-sport de niche par rapport à d'autres jeux comme Trackmania par exemple, ou je sais pas, Fortnite par exemple. League of Legends, c'est quand même deux mondes différents, et le fait que Rennsport soit lié avec ESL, c'est quelque chose qui apporte beaucoup d'espoir à nous, enfin en tant que joueur, utilisateur. Ouais. Donc voilà, ça, je pense qu'il peut y avoir de bonnes répercussions, et j'espère qu'elles seront bonnes et qu'elles resteront dans l'esprit e-sport initié par ESL. Voilà. Ouais, pour conclure, on rappellera que le jeu est attendu normalement pour la fin de l'année 2023. On accueille Stormy. Bonsoir Stormy. Et comment allez-vous ? Très bien, on est ravis de vous accueillir quelques minutes sur le talk, mon cher. On a fait une brève apparition. Une apparition très remarquée. Ça va être court mais intense. Le pit stop qui a été fait avec Magnus, rapidement. vitesse folle. Alors Stormy, tu es venu parce que toi tu as eu la chance d'aller, petit vénard, passer un petit peu de temps au Mans, et tu as pu tester la prochaine sortie qui est attendue avec impatience, le fameux jeu Ultimate Le Mans. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire à son sujet ? Alors le test était assez court, on avait 8 minutes pour tester tout ça. On avait le choix entre une Hypercar Porsche ou une 488 GTE de chez Ferrari. Donc bien sûr sur le circuit du Mans. Ce qui a noté, c'est que c'était une preview, vraiment on a discuté nous un petit peu avec les développeurs du jeu. C'était vraiment la première version du jeu. On a essayé ça avec des Thrustmaster, Direct Drive, le dernier. Franchement, c'était assez sympa. Alors, on sent bien la patte Air Factor 2, globalement. Alors, c'était en plus très casualisé, vraiment axé grand public, donc on avait énormément d'aide sur les voitures et tout ça, mais c'était assez intéressant. Je pense que c'est à regarder du coin de l'œil, à garder sous la main. Et puis voilà, visuellement c'est vraiment très joli. Nous, de ce qu'on a essayé, c'était vraiment très très sympa.
Mais bon, voilà, 8 minutes pour Trop essayer. Ouais, 8 minutes. Un coup de surtout- reviens-y peut-être. Ouais, surtout sur le Mans. Après, quoi. je pense que t'es pas tout seul à Non. vouloir essayer forcément, Non, évidemment. Non, non. Petite file peut-être éventuellement. Mais après, ça allait parce que c'était le jeudi, donc ça allait. Mais ouais, je pense il peut y avoir un bon engouement et si les choses sont bien faites, ça peut être un truc vraiment très très sympa. Et Yannick, tu étais au Mans aussi, il me semble, hein, j'ai entendu tout à l'heure. Est-ce que t'as pu, Je suis passé juste devant le. t'as pu jeter un œil au Je suis stand? passé juste devant le Family. C'était au Family. Ouais, c'est ça. Ouais. Je suis passé juste devant. J'ai hésité un instant avec Circa à faire soit gauche, soit droite pour aller voir le stand Ferrari et la Ferrari qui roulait en vrai. Donc j'ai hésité et puis finalement j'y suis pas allé. Donc voilà. Donc tu pourras pas confirmer les propos de Stormy. Seul Stormy pourra confirmer le test. Alors peut-être que certains dans le chat ont essayé. N'hésitez pas à faire un petit retour aussi. C'est vrai que voilà, comme tu as dit, c'est preview. Ouais, c'était vraiment c'est aussi une démo de la démo finalement. C'est aussi sur un stand pour faire de la démo. Donc faut que ça marche. Donc on met le maximum d'aide. On simplifie au maximum les choses pour que tout fonctionne. Donc c'est encore un petit peu tôt là aussi pour définir quoi que ce soit. On rappelle Ultimate Le Mans qui sera le jeu dédié au WEC. Oui, c'est ça. Dans les grandes lignes. C'est le jeu officiel FIA WEC. Voilà, qui arrivera, on ne sait pas. Quand il arrivera. Alors, celui-là, pour le coup, j'ai vraiment hâte de le tester. Alors, j'ai peut-être une info, je suis pas sûr, mais je crois que c'est pour fin de l'année. Fin d'année ? En même temps que Sport, si on tient le calendrier évidemment. Alors je suis vraiment pas sûr de cette info, donc peut-être que je vous dis une bêtise, mais si c'est fin de l'année et qu'on avait une preview au mois de juin, courage. Va falloir faut bosser. Si vous avez menti. Mais non, par omission ou par non, tout va bien. Évidemment. En tout cas, merci Stormy pour le passage et puis ce test d'Ultimate Le Mans. Stormy qu'on va retrouver demain de toute façon. Évidemment. Puisqu'on va se partager entre deux binômes. Et puis voilà. Absolument. Magnus va revenir. Merci Stormy, on te retrouve côté régie, cette fois peut-être dans le chat. Oui, bien sûr. Je vadrouille. D'ailleurs, on en profite rapidement peut-être pour saluer les hommes de l'ombre, si j'ose dire. Bistou à la Real et bien sûr Juju et Stormy du coup côté modo, côté backup, tout ce que vous voulez. Et Magnus va pouvoir Magnus se réinstaller. On va parler peut-être un peu ACC rapidement. Rapidement, ACC avec là aussi très peu de mouvements. Assetto Corsa Competition qui, voilà, brève mise à jour avec l'apparition de la McLaren 720S Evo 2 qui donc prend place dans le roster de voitures, tout simplement sur Assetto Corsa Competition. On a déjà parlé moult reprises de la dernière mise à jour du gros package, la 1.9, donc on va pas forcément revenir et épiloguer là-dessus. Mais voilà, donc cette McLaren qui est la principale arrivée. Et puis on va aussi vous donner rendez-vous d'ores et déjà pour le 28 juin avec une émission spéciale. On peut pas dévoiler des choses si ce n'est qu'il faut suivre l'actualité Restart TV sur Twitter, Facebook, Instagram, mais aussi Project Reborn, les amis, sur Instagram, Facebook et Twitter. Donc rendez-vous le 28 juin à cette mercredi occasion. donc. Mercredi, effectivement. Mercredi 28 juin. Et vous retrouverez notre ami Cool Kids et peut-être Magnus et Stormy, je ne sais pas. Ça reste encore à définir. Voilà. On va passer sur un autre dernier gros morceau de l'actu des simus, iRacing. Ça intéresse un peu plus Yannick, forcément. Je pense que voilà, Yannick, on va te faire un peu plus intervenir sur ce sujet-là. Je pense que c'est un sujet que, a priori, tu maîtrises un petit peu. Voilà. Alors, iRacing, les trois sorties marquantes, finalement, ça a été, en termes de circuit, ça a été Aragon. Ça a été la LMP3 et la fameuse Cadillac. Alors justement à ce sujet, Yannick, est-ce que tu as pu tester tout ça déjà et quel est ton premier retour de ce côté-là? Ah malheureusement, non. Voilà. Non, pourquoi? Parce que j'avais la Coupe de France. Allez, on ferme, on s'en va. Allez, rideau terminé, du live. Non, mais sérieusement, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui te tenterait, toi, en tant que pilote, d'aller rouler tout ça? Oui, j'ai qu'une hâte, c'est que... Enfin,
c'est de pouvoir tester et d'avoir suffisamment de temps. Pour vous dire, hein, cette semaine, j'ai beaucoup travaillé, j'avais beaucoup de choses à faire, et puis j'avais aussi la Coupe de France à préparer. Mais une fois que tout ça sera tassé, qu'on sera un petit peu plus dans l'été, évidemment que je vais tester. J'ai déjà acheté tout ce contenu, parce que je sais que dès que j'ai le temps, hop, je vais monter déjà dans la Cadillac, parce que je n'ai qu'une envie, c'est de la tester. De l'avoir vu en vrai et surtout de l'avoir entendu en vrai. Alors, je sais pas si Stormy pourra confirmer, mais elle a un bruit phénoménal et en vrai, c'est juste merveilleux. Donc, forcément, j'ai envie de la tester. Circuit d'Aragon, je vais tester parce que forcément, la semaine prochaine, il faudra préparer des data packs sur ce circuit. Donc voilà. Et, Stormy qui confirme au niveau de la Cadillac. Ouais, et puis la LMP3, bien sûr, bah oui, pareil, énorme bruit aussi, mais moins agréable que la Cadillac, j'ai envie de dire. Est-ce que vous savez si sur la Cadillac, il y a la transition électrique thermique dans les stands, comme dans la... qui s'est fait dans le jeu, comme dans la réalité? Alors ça, j'ai pas pu voir. Tu vas trop loin, Magnus. Excusez-moi. Je cherche toujours le point technique. On fera qu'on trouve un concept. Alors je pense pas. Côté-là, techniquement, je pense qu'on peut faire. Parce que c'est vrai que c'est l'une des choses que je trouvais extrêmement impressionnante. Alors c'était pas sur Le Mans, mais c'était sur l'IMSA que j'ai vu avant. Quand elle sort des stands comme ça, bah, vous avez le moteur hybride, et puis d'un seul coup, déjà lancé le moteur... Je sais pas comment c'est retranscrit. En tout cas, vous le voyez en dessous. Alors peut-être une dernière question, c'est une question en deux parties, j'aurais peut-être dû le préciser. Alors juste pour ajouter dans les ajouts, il me semble, Yannick, tu me confirmeras, mais il y a eu aussi l'arrivée de la Porsche, la nouvelle Porsche en GT3, je crois. Hein. Oui, la 980. Ah oui, non, mais en fait, oui. Alors, c'est pas une sortie majeure, parce que c'est une mise à jour. Mais en fait, c'est quand je suis revenu du Mans, il y a eu la mise à jour, parce que j'étais déjà le mardi soir au Mans, au mercredi, et j'ai pas eu le temps de tester quoi que ce soit, donc j'ai passé toute la semaine au Mans. Et ensuite, quand je suis revenu, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai lancé iRacing et j'ai essayé la 992. Donc ouais, elle est plus facile à conduire, elle est plus sympa. C'est pas un game changer, mais disons qu'elle est sympa. Voilà. Il y a plus cette instabilité aussi grande qui faisait peur à tout le monde sur la 991. Voilà. Elle est plus accessible. Elle est plus accessible, tout à fait. Voilà, donc deuxième partie de la question, alors qui concerne un peu, qui concerne cette fois-ci peut-être plus tes désirs en tant que pilote, utilisateur d'iRacing régulier. Quel est le contenu que toi tu rêverais de voir apparaître sur le support? Déjà, c'est la pluie, number one. C'est vrai. On attend des années. Le fameux sujet. Alors annonce ça pas si longtemps que ça. Alors un contenu de rêve, mais réaliste. Non, un contenu de rêve, simplement pas forcément réaliste. Alors, Magnus, vous êtes... contenu de rêve. Ouais, qu'est-ce qui me plairait plus de circuits français? Comme on a dit, Pau, Lédenon, il y en a plein de super. Et puis Charade, et puis des circuits en ville. Lédenon, il y avait la rumeur, Lédenon, je crois. Un moment. Ouais. J'avais entendu la rumeur, mais pour l'instant rien. Mais sait-on jamais? On entend beaucoup de choses sur iRacing. Charade, c'est un beau circuit aussi. Le retour des 24 heures du Mans en spécial event, ça me ferait plaisir. Je sais pas si c'est possible. Hein. Alors, faudrait demander à Pierre Pillon. Probablement pas tout de suite. Compliqué, je pense. Vu l'intervention brillante de Stormy avant, je ne pense pas que ce sera fait. Étant donné qu'ils vont sortir leur fameux jeu là dans quelques mois, bon. Il faut vendre. Bon, après, on a dit de rêve, pas forcément réel. C'est ça, exactement. Absolument. Et une voiture en particulier, une petite voiture qui te fait vraiment vibrer, qui n'existe pas encore sur iRacing. L'hypercar Porsche, regarde. D'office. Ouais, la Porsche, la 963, elle est magnifique. Mais même toutes les hypercars, la Ferrari. Là, cette année, je suis revenu. C'était honnêtement la plus belle édition des 24 heures du Mans que j'ai vue. Ça fait 12 fois que j'y vais. Et les hypercars, elles sont tellement belles, tellement magnifiques à voir rouler. C'est une super catégorie. Qu'est-ce que j'aimerais bien voir d'autre? C'est difficile à dire comme ça.
J'avais pensé à un truc aussi, c'est que quand on regarde une voiture par rapport à la réalité, quand on voit une voiture passer, il y a toujours un décalage de son parce qu'elle est un peu loin, il y a le temps que le son arrive. Et ça, c'est pas vraiment émulé dans le jeu. Il n'y a jamais personne qui l'a fait et je trouve ça dommage parce que ça rajoute un petit peu à l'immersion que quand on est en bord de piste, on voit pas vraiment la voiture et le son qui sont parfaitement synchronisés. Il n'y a pas la spatialisation. Quoi. Voilà, il n'y a pas la spatialisation. Ça, c'est un truc personne n'en parle jamais et je pense que ça serait un bon truc pas mal. Mais je pense surtout qu'en le soulignant maintenant, tu viens de le casser pour pas mal de gens. Parce que c'est quelque chose qu'on s'en rend pas forcément compte. C'est vrai, c'est vrai. Avant qu'on se pose la question. Ah ouais. Ah bah désolé alors. Non, mais pas du tout, au contraire, il faut dire les choses. Oui, te taquine. C'est un taquin, notre ami Magnus. Oui. Écoutez, je pense qu'on va passer à la dernière partie de l'émission, celle pour laquelle vous êtes tous là, logiquement. Oui, alors on va peut-être un peu remercier Torkug et Tetsuya avant, qui ont intervenu très brillamment dans le chat. Oui, on a Tetsuya qui réclame le Paul Ricard aussi, je crois, sur iRacing. Enfin bon, plein de choses. Merci, en tout cas, n'hésitez pas à faire vivre ce chat, effectivement. On va passer à la partie Coupe de France. On a Yannick avec nous, ça tombe bien. Yannick, 6, 7 ou 8 podiums, je crois, en Coupe de France. Quelque chose comme ça. 6. Oui. 6. 6 ou 7 Non, 6. 6, hein 6. Je crois que j'ai 6 dans mes notes également, donc ça doit être bon. Justement, cette Coupe de France, Yannick, avant qu'on rappelle un petit peu le format et les nouveautés de cette Coupe de France Porsche Cup, justement, donc en 2023, qui sera donc demain en début d'après-midi. On va regarder un petit peu avec toi d'où est née cette idée, d'où vient ce fameux concept de Coupe de France, qu'elle soit sur iRacing pardon, ou autre. Le terme Coupe de France est assez fort déjà en général. Oui, voilà. En fait, il n'est pas venu tout de suite le terme Coupe de France. À la base, on était au sein de l'équipe Tertre Rouge Racing, pour ceux qui connaissent. Avec Loïc, Flo, Did en train de discuter parce qu'on est férus de special events sur iRacing et puis il y a toujours des Français à droite à gauche et puis il y avait toujours des débats en top split. Est-ce que ça c'était le débat qu'avaient Loïc et mon père par exemple. Est-ce que lui l'Intel il est meilleur machin, pourquoi pas organiser une compétition qui essaierait de regrouper les meilleurs Français. Ça c'était la base, vraiment la base. Et puis en fait on s'est vite rendu compte qu'avec toutes les grosses compétitions sur iRacing c'était pas possible de faire un championnat complet pour essayer de ramener les meilleurs pilotes, sachant qu'il n'y avait pas forcément de cash prize à l'époque. Et donc on a décidé de faire juste sur un événement, et puis c'est plutôt pas mal de faire sur une journée, parce que c'est quand même une journée marquante, et puis ça permet d'avoir un peu cet esprit coupe. Journée marquante dans l'année, c'était tel jour et c'est lui qui est vainqueur, c'est clair, net, précis. Puis forcément après on a réfléchi et puis on s'est dit non mais il faut ouvrir à tout le monde, il faut que ce soit, qu'on essaie de rendre ça un peu officiel, que ce soit gratuit toujours, ça c'est on n'en démord pas, il faut absolument que ce soit gratuit, que ce soit accessible à tous les Français, et c'est pour ça que le terme Coupe de France est important, parce que on souhaite vraiment que ce soit la Coupe des Français, comme au même titre que la Coupe de France ou de foot, ou Coupe de France de ping-pong, où les participants sont français tout simplement. Donc il y a eu beaucoup de débats par rapport à la francophonie, mais il faut savoir aussi que la francophonie, c'est beaucoup plus difficile d'évaluer quelqu'un qui est francophone ou pas que quelqu'un qui est français ou qui ne l'est pas. Donc voilà. Ça va quand même dans l'esprit de toutes ces compétitions qui sont... que tu as parlé de tennis de table, on peut parler de hand, de foot, effectivement. Donc ça s'inscrit vraiment dans cette lignée-là. Est-ce que ça évoquerait pas un peu The Race of Champions, et pour la France? Oui, c'est un peu ça, je pense. Oui, il y a un petit peu dans le fond, comme a expliqué Yannick, il y a un petit peu de ça. Si je peux me permettre, c'est ouvert absolument à tout le monde. Pour peu qu'ils aient un compte iRacing et qu'ils soient français,
vous pouvez participer gratuitement, il faut le préciser aussi, à la Coupe de France. Mais il faut être club France dans iRacing pour être éligible. Alors, il y a un cas, c'est-à-dire qu'on peut ne pas être club France dans iRacing, mais quand même être français. Par exemple, si on est expatrié, on peut très bien avoir une carte d'identité française, la présenter, et ça fait office de dérogation pour pouvoir s'inscrire quand même. Donc voilà. Tu parlais de la Race of Champions. Notre inspiration, c'est vraiment Coupe de France de foot, en fait. Ou alors, il y avait déjà des compétitions de sim racing qui étaient organisées à la Sim Expo en format quart de finale, demi-finale, finale. On trouvait ce format très télégénique finalement. Voilà. Et donc on va voir ce nouveau format dès demain avec ce choix tout d'abord de la Porsche Cup. Yannick, on en avait parlé un petit peu lors de l'annonce et de la découverte de la date, mais je pense qu'on peut faire un bref rappel. Pourquoi le choix de la Porsche Cup? On rappelle que habituellement il y a aussi la Coupe de France monoplace et la Coupe de France GT également qui a lieu en fin d'année en général. Cette fois-ci pas de monoplace, vous avez choisi de passer sur des Porsche. On ne dit pas adieu non plus à la monoplace, côté de l'organisation. On rassure les fervents supporters des monoplaces et on sait que j'en ai deux à ma droite. Ah bon. Et donc pourquoi ce choix de la Porsche Cup? Pourquoi ce choix de la Porsche Cup? Parce qu'on estime que en fait entre la monoplace et la Porsche Cup c'est équivalent en termes de popularité sur iRacing. On regarde souvent les statistiques de participation, etc. Il y a forcément la GT3, c'est au-dessus, c'est la catégorie où il y a vraiment le plus de succès, c'est indéniable. Par contre, derrière, il y a la monoplace, la Formule 4. Alors, la Formule 3 ou la Formule 4, on hésite vraiment parce que la Formule 3 est tellement une voiture extraordinaire à conduire. Simplement, elle est dépassée. La Formule 4 est sympa aussi, mais peut-être un peu moins spectaculaire. Mais on voulait aussi alterner finalement. On voulait avoir la Porsche Cup, mais plutôt que de faire 3 Coupes de France par an, ce qui est pour nous, comité d'organisation qui sommes bénévoles, ainsi que tous les arbitres qui sont bénévoles et tout ça, tout ce qui est autour, c'est du bénévolat, hein. Même le diffuseur, tout le monde fait ça par passion, donc ça demande du temps et malheureusement on n'a pas un temps infini donc faire 3 Coupes de France par an, ça devient vraiment difficile. Donc plutôt que de faire 3 Coupes de France par an, on a décidé d'alterner entre la monoplace et la Porsche Cup, histoire de changer un petit peu le paysage, et puis surtout aussi un peu parce que il y a le PESC oui. sur iRacing, qui est quand même une vitrine du sim racing et de l'e-sport. Et avoir un lien avec le PESC, c'est quand même... on espère que dans le futur, ça permettrait d'avoir des connexions ou des ponts entre tout ça. Donc voilà. Je lance une petite bouteille, hein, on ne sait jamais, mais c'est vrai que nous, notre rêve, ça serait d'avoir... Oui. La possibilité d'avoir une connexion entre la Coupe de France et le PESC directement pour avoir soit du cash prize ou la possibilité pour les gagnants d'aller directement dans les contenders s'ils n'y sont pas déjà. Évidemment, là, si on regarde le plateau de cette année, il y a certaines personnes qui sont déjà en PESC, donc qui sont favoris pour la victoire, et donc voilà. Donc il y a du beau monde aussi. Voilà. Oui, on verra le résultat demain. On détaillera un petit peu l'entry list, etc. Demain, parce qu'il y aura du beau monde. Il y avait 120 inscrits sur cette première édition de la Porsche Cup, et donc répartis donc sur ce format de 4 quarts de finale. Bien sûr, on retrouvera quart de finale A, B, C et D, et les fameuses demi-finales avant la finale, et donc ce départ des courses à partir de 14h demain.
Alors je voulais juste faire un petit rappel, parce que comme Juju vous l'a mis dans le chat, concernant les subs, il y a des nouveaux badges qui ont été effectivement mis en place. Hein, tout simplement. On peut dire ça. Et il y a aussi les points de chaîne, les fameux marbles. Maintenant il faudra dire les marbles pour les points de chaîne. Donc n'hésitez pas à vous amuser avec tout ça, hein, les amis. Et voilà, on m'a confié un petit gadget, je sais pas si je le passe à... C'est alors c'est parce que je suis le seul à ne pas avoir de lunettes, c'est ça? C'est ça. D'accord. Je vais me sacrifier pour le dernier mot. Je vais rester sans lunettes pour ma part. C'est un choix. Hein. Ce noble sacrifice ne sera pas en vain. N'hésitez pas à clipper, bien évidemment. Mais ça sera fait. Moi j'avais une question idiote et méchante, parce que c'est un peu mon rôle d'être idiot et méchant. Est-ce que dans un futur lointain, dans une très lointaine galaxie, enfin même sur celle-ci, pour la Coupe de France, nous aurons une voiture française? Je veux bien évidemment parler de voiture. Ah, tu parles de la Clio. Bah oui, on l'a vu sur cette belle chaîne, donc mais c'est juste pour taquiner, hein, y a pas de... Alors, non, c'est une question très pertinente, et c'est au jour où on a appris l'annonce de la Porsche Cup, de la Clio Cup. C'est une question qu'on s'est posée, mais tout de suite avec le CO. Est-ce qu'on organise la Clio? On a tergiversé un petit peu, et puis dans la foulée, on a vu que la TX3 organisait une compétition, et du coup, on a dit bon. On va pas faire doublon, et c'est déjà pas mal d'avoir une compète qui s'est très bien passée, donc c'était super. Et pour moi, à part si effectivement la TX3 ne organise pas quelque chose en Clio, c'est pas quelque chose qu'on va faire. Mais effectivement, c'est une question qu'on s'est posée, parce que elle a pas mal de qualités pour elle, la Clio, parce que c'est une voiture qui est différente à la fois du GT, de la monoplace, de la Porsche Cup, parce que toutes ces trois voitures, si différentes soient-elles, elles sont toutes propulsion, et effectivement la Clio Cup c'est une traction, donc c'est encore une autre discipline, et ça c'est attractif. Le fait qu'elle soit française, le fait que ce soit une TCR et qu'on peut rouler portière contre portière, oui. Encore que sur iRacing c'est à débattre parce qu'il y a des netcodes, tout ça, mais disons que c'est quand même propice à une belle compétition. Il y a beaucoup de personnes qui nous demandent une Coupe de France en LMP2, une Coupe de France en Dirt Road, une Coupe de France... une Coupe de France en toutes les catégories, presque. Quoi. En toutes les catégories. Et a priori, celle qu'on voulait faire à la base, c'était quand même la Porsche Cup, en plus de celle qui existait déjà. Et éventuellement, peut-être la Clio Cup dans le futur, mais ça reste encore à un stade d'idée. Et puis, comme je l'ai dit précédemment, on veut pas se marcher dessus avec la TX3 qui est Virtual Drivers. On a des propositions audacieuses sur le chat concernant pourquoi pas des véhicules en Coupe de France. Notamment, je vois une Coupe de France de tondeuse à gazon. Voilà. Il n'y a pas ce genre de véhicule dans iRacing encore. Pour être un véhicule de rêve. Non, attention, Magnus. Il n'y a pas des Honda sur iRacing. Si, il y en a. Il y en a évidemment des Honda sur iRacing. Je te laisse mettre de tes propos, évidemment, Magnus. Et c'est vrai que il y a aussi une question là qui revient dans le chat, ou une constatation peut-être. Le circuit n'est pas finalement français sur le choix des tracés. Il y avait un vote qui était mis en place, on rappelle comment ça a fonctionné. Chaque inscrit pouvait voter pour le circuit. Il y avait des circuits présélectionnés par les organisateurs. On évite de retomber sur les circuits précédents, ça c'est important. Les circuits précédemment passés dans les épreuves des années précédentes. Donc cette année ce sera Imola, pas de circuit français, même si dans les petits papiers on avait un certain Nevers Manicourt. On a les résultats là, pas très loin quand même. Il y avait un petit écart quand même, mais Imola largement choisi par les pilotes. Oui. En fait on est étonné parce que à la base on s'était même dit on fait pas de vote cette année, de toute façon c'est Manicourt qui va gagner, on est sûr. Et en fait non, c'est pas Manicourt qui a gagné, parce qu'on s'est dit circuit français, Coupe de France, ça paraît logique de faire la Coupe de France sur un circuit français. C'est la première fois qu'on avait le circuit de Nevers-Manicourt pour une Coupe de France, sachant que le circuit de Nevers-Manicourt il est sorti juste après la Coupe de France GT 2022. Donc
c'était la première fois qu'on avait le circuit de Manicourt. Donc on s'est dit, bon, on va même pas faire de vote avec le CE, on s'est dit ça. On va proposer, on va dire que c'est Manicourt d'emblée parce qu'on sait que ça va être Manicourt qui va gagner. Au final, on a dit non, on va faire quand même le vote parce que c'est quand même un peu l'esprit de la Coupe de France. C'est un peu un plaisir aussi quand on s'inscrit. Je vois, ils sont pas chauvins les mecs. Bah oui, en même temps, on a tellement peu de circuits français sur iRacing que dès qu'il y en a un qui sort, c'est un peu la fête quoi. Donc voilà. Et donc on a organisé ce vote là vraiment un peu par esprit de tradition. Et puis là, c'est Imola qui a gagné. Bon. Un beau circuit. Voilà. En tout cas. Après Imola, c'est un beau circuit, ouais, c'est sûr. Mais au moins, on l'aura plus pour les éditions suivantes. Il sera passé, c'est ça, voilà, c'est fini. En tout cas, on aura l'occasion demain, pendant les 7 courses au programme, puisqu'il y aura 4 quarts de finale, 2 demi-finales, une finale, et de le redécouvrir, de parler un peu, évidemment, de ce circuit qui a été... On vous donne rendez-vous demain pour plus d'informations, évidemment. Circuit historique. Circuit qui a été créé en 62 ou 63, je crois. Oui, on aura l'historique détaillé. On aura une petite page Imola spécifique demain avant le premier quart. Allez, avant de te libérer, Yannick, peut-être. Allez, on va parler un petit peu de ta préparation. On est prêt déjà là pour toi. Tu rentreras dans le quart D, si je dis pas de bêtises. Et donc, est-ce qu'on est ready to race du côté de Monsieur Lapchin? On n'est jamais ready to race. On n'est jamais assez prêt. Le setup est prêt. Vrai, le setup est prêt. En fait, il me provient directement de Jordan Caruso, donc là-dessus, je vais pas mentir, vainqueur du PESC, donc je vais pas vous mentir, j'ai quand même de la chance de ce côté-là, et puis d'avoir des conseils de mon coéquipier qui est vraiment un mec adorable, donc voilà, et donc le setup est prêt. Après, il n'y a pas trop de secrets dans le setup, c'est surtout un pilotage qui est extrêmement compliqué parce que c'est comme on est comme sur une comment dire, comme sur un fil. Soit on tombe à droite parce qu'on attaque trop fort et la voiture elle commence à dériver, on perd l'adhérence parce que les pneus chauffent trop. Soit on tombe à gauche parce qu'on est en dessous de l'utilisation optimale. Et dans ce cas-là, la voiture, elle perd de la perfo tout simplement parce qu'on s'endort en fait. C'est pas nous qui nous endormons, c'est la perfo de la voiture qui devient mollassonne et qui voilà. Donc c'est hyper compliqué, c'est probablement la voiture la plus compliquée à la fois pour un débutant parce que elle est hyper difficile, il n'y a pas de traction control, où il y a très très peu d'aide. Elle part d'un coup, elle est assez molle du volant, elle est très difficile à conduire. Pour les débutants et en plus pour ceux qui veulent vraiment la limer et aller en PESC, c'est un cauchemar cette voiture. À cause de cette instabilité, on n'arrive pas à avoir quelque chose de stable en termes d'utilisation des pneus. C'est très 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 difficile. Donc voilà. Et c'est pour ça que j'ai un respect immense pour ceux qui participent au PESC parce que c'est des milliers de tours engrangés pour essayer de limiter la casse en termes de difficulté d'instabilité des pneus et voilà. Donc c'est une voiture vraiment vraiment difficile. Et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle on a peut-être un peu moins de participants cette année. Ouais, c'est possible. Une voiture très challenging, effectivement. Surtout sur un circuit aussi technique. Un beau défi qui nous attend en tout cas toute la journée demain. Alors nous le défi ce sera de commenter ce qu'on va voir surtout, donc le défi est moindre. Ce sera un défi agréable. Que pour les pilotes évidemment. Eux par contre le challenge est posé comme a expliqué Yannick il y a quelques instants. Donc je pense qu'on est déjà chaud et donc un petit peu moins de participants comme tu l'as dit, mais surtout ça veut dire qu'on démarrera en début d'après-midi et non pas avec des sessions qualificatives le matin comme on a pu aussi le voir sur des formats de Coupe de France où là on a plus de monde, donc il y a des sélections etc. Mais ça n'empêchera pas d'avoir ces fameux 4 quarts de finale avec 12 sélectionnés.
les 12 premiers, hein, bien sûr, de chaque quart de finale qui iront plus haut ensuite et ainsi de suite. On vous détaillera tout cela demain. À quoi on s'attend, Yannick, dans l'ensemble du côté de l'organisation demain, les pilotes au rendez-vous, la commission aussi, on le rappelle, il y a une commission qui agit mais qui ne donne pas de pénalité en direct, hein, c'est post-race, l'analyse sur la Coupe de France, donc on est prêt? Bah ouais, on est prêt, et puis surtout on a une attente aussi par rapport à la diffusion qui, on le sait déjà, va être de qualité, donc on est ravis de ça. Donc pour la première fois avec vous pour cette édition de la Coupe de France, et on vous remercie chaleureusement déjà de votre contribution. Donc, je crois que le remerciement est plus que réciproque en ce qui nous concerne. Oui. On est ravis de. C'est un véritable honneur. On est un peu excités, hein, assez excités par l'événement demain, un peu avant 14h évidemment, la prise d'antenne sur nos antennes tout simplement. Voilà, ça fait beaucoup d'antennes. Oui, et pour répondre à Joris hein, dans le chat sur la question, mais je vois qu'elle a déjà été répondue, le trophée du jeune espoir, il n'y en aura pas du coup, puisqu'il n'y a pas de séance qualificative le matin. Ce trophée qui est décerné aux pilotes qui s'en sortent le mieux dans ces séances de qualification avant les premiers quarts de finale. Donc là, malheureusement, il n'y aura pas de trophée de jeune espoir. Voilà pour la petite information et l'explication du pourquoi. Tout à fait. Alors je pense qu'on a fait. J'ai rien besoin de dire. Tout à fait. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, on rappelle évidemment donc les quarts de finale premier quart de finale aux alentours de 14h15. Un qualif à 14h05. On prendra l'antenne juste avant. Voilà. Ça c'est une petite blague de Juju qui m'a prêté ses lunettes. Donc voilà, c'était un petit pari entre nous. Pas d'affolement. On les aura pas demain. Peut-être éventuellement pour le vainqueur, on ne sait pas. Et merci en tout cas à toutes les équipes de RSTV qui étaient autour de cet événement. Bistou à la Réal, Juju, Stormy qui était évidemment là aussi en backup et sur la modération. Merci à vous deux les amis. Merci, un énorme merci à toute l'organisation de la Coupe de France. On prendra peut-être le temps, je sais pas, demain de vous croiser si le temps vous le permet. C'est loin d'être sûr. Merci surtout à toi Yannick d'avoir joué le jeu. Je sais que c'est pas évident la veille d'un événement comme celui-là de dégager du temps. Donc merci beaucoup d'être venu. C'est un plaisir. Et puis, merci à vous. Et puis demain sur la piste, on suivra aussi peut-être d'un petit œil un peu particulier ton évolution forcément. Et puis, un petit appel quand même, Niro, pour les pilotes. Si jamais ils ont le souhait de faire passer leur webcam, s'ils pilotent ou quelque chose sur l'antenne, eh bien, ils envoient un petit message privé à Bistou. Je crois que le message avait déjà été passé, Yannick, sur votre Discord. Donc si jamais c'est passé au travers, on vous fait un petit rappel. Il est encore temps d'envoyer un petit message pour que on vous envoie le nécessaire pour pouvoir être associé à votre voiture occasionnellement, si jamais vous êtes dans le spectacle. Voilà. Et on remercie évidemment toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne ou réabonnées à la chaîne et qui ce peuvent soir. maintenant bénéficier des très beaux badges. Et tout à fait, les très beaux badges. Et puis il y a aussi les marbles, les amis, n'oubliez pas d'aller les utiliser. Soyez créatifs, amusez-vous. Exactement. On remercie tous les viewers et tous nos amis qui nous soutiennent évidemment. Donc un grand big up à vous et puis on vous donne rendez-vous demain pour la suite de cette Coupe de France, suite et début finalement de cette Coupe de France. Prise d'antenne aux alentours de 14h. Les amis, on vous souhaite une bonne soirée. Et à demain. Ciao, bye bye. Ciao, bye bye. Ciao.